Numéro 2 de ce colloque. Donc, tout d'abord, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints juste en début d'après-midi. Alors, cette session va se dérouler de la manière suivante. Donc, deux interventions d'une demi-heure chacune vont se succéder. Et ensuite, il y aura 20 minutes de questions, parole donnée à la salle. Donc, je présente d'abord Madame Sylvie Dufour qui va intervenir sur la biodiversité marine face aux changements globaux. Donc, Sylvie Dufour est chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle. Elle a fondé et dirigé une unité mixte de recherche, hein, qui était donc avec une tutelle du Muséum, de la Sorbonne, du CNRS et de l'IRD. Et par ailleurs, elle est chargée de mission maire au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je lui donne la parole maintenant. Merci. Ben, merci beaucoup à l'Union Rationaliste pour votre invitation. Je dois dire que je passais souvent devant la librairie, mais je n'avais jamais eu l'occasion de participer à vos événements, donc j'en suis absolument ravie. Je vais m'asseoir pour pouvoir bouger les diapositives. Donc, on est voisins de l'ENS. Je pense que vous avez tous visité le Jardin des Plantes, j'espère, sinon il faut le faire. Et sur la photo, c'est l'étage niveau marin de la Grande Galerie de l'Évolution qui est indiqué en photo aussi en petit. Alors, l'océan, il représente à peu près un peu plus de 70% de la surface du globe terrestre. Et c'est la photo que la planète est apparue bleue la première fois qu'elle a été photographiée de l'espace. Mais en fait, l'océan est encore très, très mal connu. On estime qu'il y a, à l'heure actuelle, pas plus de 24% des fonds océaniques réellement bien cartographiés. Donc, c'est vraiment un monde encore inconnu. On connaît mieux la surface de la Lune ou de Mars que le fond des océans. Et on dit dans les livres de classe, dans vos maps mondes, on parle de 5 océans: Atlantique, Arctique, Austral, Pacifique, Indien. Et en fait, ces 5 océans, avec leurs limites, les lignes bleues, hein, ont été déterminés à la conférence hydrographique internationale après la Première Guerre mondiale à Londres. À Versailles, on a séparé les continents et à Londres, on a divisé les océans. Mais c'est des divisions arbitraires. Vous voyez les lignes bleues qui passent. Et nous, on parle vraiment d'un océan connecté. C'est un seul océan. Et plus important encore, c'est un océan en commun que partage l'humanité. Et alors, c'est d'autant plus un océan connecté qu'il y a cette très grande circulation qu'on appelle circumocéanique thermohaline, parce que le moteur de cette circulation, c'est des gradients de température et de salinité qui, à long terme, brassent l'ensemble des eaux de surface de profondeur de l'ensemble des bassins océaniques. Donc, on a vraiment un océan. Et c'est dans cet océan qu'est apparue la vie sur notre planète Terre. Alors, je reviens encore à la galerie de l'évolution. Dans les étages, si vous la visitez, vous verrez ce fossile. C'est à peu près une taille comme ça. Et c'est un récif de stromatolite. C'est une construction récifale qui a été faite par des petites cyanobactéries. Celui qui est au muséum, il a 2,7 milliards d'années. C'est impressionnant, on peut le voir comme ça. Mais on en estime jusqu'à au moins 3,7 milliards d'années. Et c'est les représentants des plus anciens fossiles connus actuellement sur Terre. Donc, produits par des petites cyanobactéries. Elles sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Sur l'autre photo, c'est ces récifs en Australie qui sont toujours vivants. Et alors, ce qu'elles ont aussi d'extrêmement intéressant, ces cyanobactéries d'origine très, très ancienne, c'est que ça a été les premiers organismes à fabriquer de l'oxygène, à faire de la photosynthèse et fabriquer de l'oxygène. Donc, à commencer à changer l'atmosphère terrestre il y a plus de 3 milliards d'années, donc à commencer à changer toutes les conditions pour une diversification de la vie qui prendra un très longtemps ensuite. Alors, c'est dans l'océan qu'est apparue la vie et c'est aussi dans l'océan qu'elle s'est extrêmement largement diversifiée. Par exemple, c'est dans l'océan ce qu'on appelle eucaryotes, c'est les premières cellules qui avaient un vrai noyau séparé par rapport aux bactéries. C'est dans l'océan que c'est apparu. C'est dans l'océan, là j'ai mis pour les animaux, les premiers métazoaires, et que sont apparus aussi les ancêtres de tous les grands groupes.
Même celui qui mène jusqu'à nous, c'est parmi les vertébrés ce qu'on appelle les sarcoptérygiens. Eh bien, le sélacanthe, c'est un représentant actuel des ancêtres apparus dans l'océan. Donc, l'océan, ça a été vraiment le lieu d'une diversification formidable de la vie pendant plus de 3 milliards d'années. C'est simplement il y a 500 millions d'années que la vie a commencé à sortir sur les continents. Alors, il y a certains groupes qui sont restés jusqu'à actuellement toujours dans la mer. C'est le cas, par exemple, des échinodermes, hein, les oursins, étoiles de mer, holothuries. Puis, il y en a d'autres qui sont revenus en mer. C'est le cas des mammifères marins. Alors, aujourd'hui, à la suite de toute cette très longue histoire de la vie dans l'océan, il y a une diversité absolument remarquable avec des propriétés uniques. Alors, ça va des plus petits organismes, depuis ces bactéries, des virus, et puis des petits organismes qui font la photosynthèse, le phytoplancton, du zooplancton qui les mange. Donc, une variété immense. Bon, ça a été indiqué par mes collègues tout à l'heure. Il y a eu récemment des expéditions sur le plancton, l'expédition Tara et CNRS pour étudier la biodiversité du plancton. C'est des découvertes de virus innombrables. On a une variété absolument inexplorée et inattendue. Et ce qui est important, c'est que parmi donc, ces petits organismes, le phytoplancton, c'est-à-dire ces microalgues, sont capables de faire de l'oxygène et on estime que la production est à peu près, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aussi importante que la production par les forêts, les végétaux terrestres. Et c'est la base de tous les réseaux trophiques marins. Alors là, je vous ai parlé du plus petit, c'est à l'heure actuelle, dans l'océan qu'on trouve aussi les plus grands organismes, avec les baleines, et à l'heure actuelle aussi les plus âgés. Il y a des estimations de requins qui ont jusqu'à 400 ans pour un individu. Et puis, donc je vous ai dit, c'est un océan donc qui communique, mais qui aujourd'hui représente des habitats quand même extrêmement variés, selon qu'on va de l'équateur au pôle et selon qu'on va des côtes, de la surface de l'océan jusqu'au grand fond. On a pour des jolies photos, des habitats typiques comme les récifs coralliens, qui sont, quelqu'un avait posé la question ce matin, ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, c'est-à-dire que les coraux eux-mêmes, c'est des animaux vivants, mais ils construisent un habitat qui héberge une foule de poissons coralliens, de mollusques, etc. Une mangrove, c'est extrêmement différent des écosystèmes qu'on peut trouver dans les océans polaires. Et puis de ce qu'on peut trouver dans les grands fonds marins. Alors les grands fonds marins, comme on disait, ils sont encore très très mal connus. Les explorations qui y vont trouvent des espèces absolument nouvelles, inattendues. Et c'est ces fonds marins qui sont actuellement menacés par les perspectives d'exploration minière. Alors, cette richesse de la vie dans l'océan, elle apporte des bienfaits à l'homme depuis la préhistoire. Au muséum, on a aussi des préhistoriens, certains travaillent là-dessus. Les populations humaines côtières ont bénéficié par les collègues, par les pêches, de l'alimentation marine, de algues, mollusques, crustacés, etc. Mais encore aujourd'hui, on est toujours à l'âge de la collecte en ce qui concerne les ressources de la vie dans les océans. La pêche, c'est vraiment le même comportement de la collecte, sauf qu'elle atteint des proportions industrielles qui représentent un des impacts majeurs de ce qu'on appelle les changements globaux, qui est la surexploitation des ressources. Alors, il y a aussi l'aquaculture dans les ressources nutritionnelles de la mer. Dans le graphe que vous avez, ce qui est en rouge, rose, c'est le développement de l'aquaculture par rapport aux pêches en bleu. Donc, c'est aussi une activité qui remonte à loin. L'image, c'est en Égypte, de l'aquaculture de tilapia, qui est encore une espèce extrêmement cultivée de nos jours. Alors, l'aquaculture, elle est présentée parfois comme une bonne alternative à la pêche et la surexploitation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande proportion d'aquaculture, en particulier dans notre hémisphère, c'est des poissons carnivores comme le saumon ou d'autres, qui sont nourris à base de farine et d'huile de poisson, donc issues de pêche de petits poissons, donc qui elles-mêmes impactent énormément des ressources qui pourraient être utilisées par les sociétés locales pour leur nutrition. Donc, par contre, des cultures d'algues, de poissons herbivores pourraient être beaucoup plus durables. Alors, il y a d'autres, on pense
vite à l'alimentation, mais il y a beaucoup d'autres biens services, on appelle ça services écosystémiques qu'apporte cette biodiversité. Donc, par exemple, les récifs coralliens ou les mangroves, ça représente des barrières de protection des côtes. On s'en rend compte quand il y a des grandes vagues ou même jusqu'à des tsunamis, les récifs coralliens peuvent protéger les côtes et leur disparition entraîne des grandes menaces pour les sociétés locales. Pour les mangroves, ça protège beaucoup aussi de l'érosion. Or, les vagues, les érosions, c'est un des phénomènes actuels qui prend de l'ampleur avec le changement climatique. Et puis, dans toutes les sociétés, l'océan et sa biodiversité, c'est une source de services culturels, bien-être. Ça va du loisir, le tourisme, maintenant de plus en plus, l'aquariologie, la gastronomie et tout ce qu'on met sous le nom d'héritage culturel. Les petits bracelets que je vous ai montrés, ça date aussi de la préhistoire, du néolithique. C'est aussi une relation culturelle avec la mer qui date vraiment de très longtemps dans l'histoire de l'humanité et qui est un bienfait à bien souligner. Et puis, c'est la source de développement de connaissances, beaucoup de scientifiques parmi vous. Il y a tout un nombre de prix Nobel en physiologie et médecine qui sont basés sur des modèles biologiques marins. Donc, pour en citer un ou deux, par exemple, la découverte des mécanismes de l'influx nerveux, ça a été grâce aux axones géants du calmar. Et récemment, un grand nombre de découvertes sur les mécanismes de la division cellulaire, avec toutes les applications qu'il y a dans la compréhension, traitement du cancer, ont bénéficié des études sur les échinodermes. Donc ça, quand on a des planifications de la recherche ou de ces objets, c'est des prix Nobel qui n'ont pas été obtenus grâce au rat ou à la souris, ni au poisson zèbre, ni à la drosophile. Et puis, il y a un grand nombre de laboratoires à travers le monde. Et au muséum en particulier, il y a un laboratoire de chimie, ex-laboratoire de chimie, qui recherche des molécules d'intérêt biomédical dans cette biodiversité marine qui a des espèces, des propriétés uniques par rapport à ce qu'on peut trouver sur Terre et qui a été beaucoup moins étudiée que la pharmacopée terrestre. Par exemple, la médecine chinoise, qui est une des célèbres médecines basées sur beaucoup de données des plantes, a peu de données sur les animaux marins. Et c'est par exemple la source de découverte d'antibactériens complètement nouveaux, ce qui est une question majeure dans les situations actuelles de résistance aux antibiotiques. Par exemple, des protections UV. On sait quand on nage, on est beaucoup plus sensible au coup de soleil. Et bien, il y a tout un nombre d'organismes marins qui ont développé des protections comme ça aux rayons UV et avec des molécules qui ne seront pas elles-mêmes des perturbateurs toxiques pour la biologie marine. Et donc, toutes ces découvertes médicales. Et au-delà de ces molécules elles-mêmes, c'est ce qu'on appelle de façon plus générale la bio-inspiration, c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour des molécules. Là, par exemple, c'est ce qui est issu des travaux à la station marine de Roscoff sur le transporteur d'oxygène de ce petit ver marin qui est maintenant utilisé. C'est une molécule qui fixe très fortement l'oxygène et qui est utilisée pour protéger les organes pendant le transfert de greffe. Les adhésifs, tout le monde sait que c'est difficile de coller dans l'eau et beaucoup d'organismes marins ont réussi de façon différente les uns les autres à avoir des molécules chimiques capables de faire cette colle. Des structures comme la nageoire de baleine et puis des pales d'hydroliennes. Et puis, ça, c'est pas encore tenu, mais des réflexions, les jolies petites formes, c'est des diatomées. Les diatomées ont un squelette de silice, de verre, et donc elles sont capables de faire du verre à température ambiante, à pression atmosphérique, alors que nous, on dépense une énergie énorme pour faire du verre. Donc, c'est des sources d'inspiration, de réflexion pour changer nos protocoles. Mais donc, cet océan, avec sa biodiversité remarquable, unique, elle est menacée par ce qu'on appelle les changements globaux. Alors, il y avait une question là-dessus pour ce matin.
pour ces changements globaux en ce qui concerne la biodiversité marine, il y a la surexploitation des ressources, surpêche, la destruction des milieux, les pollutions. L'océan, c'est le déversoir final de toutes nos pollutions, et le réchauffement climatique. Je vais vous parler du réchauffement climatique surtout. Donc ça, je pense que vous avez eu des séances, ça a été dit sur ces sujets-là. Donc depuis l'ère industrielle, la production de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, augmente l'effet de serre autour de notre planète et induit l'augmentation de la température atmosphérique. Alors maintenant, ceux qui disent, c'est le GIEC nous en a averti depuis des décennies, maintenant on appelle le climato-négationnisme, même pas climato-scepticisme, ceux qui ne reconnaissent pas ces courbes-là. Mais ce qui est moins connu du public, c'est que dans ce système de réchauffement global, l'océan, il a capté plus de 90% de l'excès de chaleur. Donc c'est énorme. L'atmosphère, 1%, les glaces, les sols, quelques pourcents. Donc l'océan a capté. S'il n'y avait pas eu l'océan pour capter toute cette chaleur excessive, on aurait aujourd'hui déjà extrêmement plus chaud. Alors, il nous a protégés, mais avec des conséquences terribles sur lui-même. Alors, comme on a vu dans l'océan, il y a toute cette biodiversité. Or, la majorité de ce qui est dans l'océan, que ce soit les micro-organismes, les algues et la majorité des animaux, ne régulent pas leur température. Parmi tous les animaux, il n'y a que les mammifères, dont nous, et les oiseaux, qui régulent leur température. Tous les autres ne le font pas. Donc, il faut se dire que cette augmentation de température les impacte immédiatement, directement, depuis les activités enzymatiques, cellulaires, jusqu'aux fonctions physiologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà beaucoup de choses. Par exemple, c'est l'augmentation de la chaleur de l'océan qui induit ce qu'on appelle le blanchiment des coraux, la mort des coraux. Le phénomène, le blanchiment, c'est sous l'effet de cette chaleur, les algues symbiotiques dans les coraux qui, par leur capacité de photosynthèse, fournissent de l'alimentation aux coraux, sont expulsées. Le coraux blanchit et ça dure, les coraux meurent. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près la moitié de la grande barrière de corail d'Australie qui est atteinte, qui a disparu. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas seulement le récif qui se dégrade, qui protégera plus les côtes, qui n'est plus là beau, mais c'est toute la vie qui est avec ce récif, toutes les espèces de poissons coralliens qui représentent une source de nourriture pour les sociétés tropicales. Alors ça, bon, alors ceux qui bougent, les espèces qui bougent, ben, elles essayent de bouger et elles essayent de migrer vers des latitudes plus hautes ou vers des eaux un peu plus profondes, vers des eaux un peu plus froides. Alors par exemple, dans notre hémisphère nord, on mesure des migrations d'espèces marines depuis les tropiques vers le nord. Alors pour le poulpe, par exemple, et en Corée, il y a les pêcheurs de Corée du Sud qui se plaignent qu'ils n'ont plus beaucoup de calmars à pêcher. C'est un plat très, très important. Et les calmars, maintenant, en ce moment, ils sont plutôt en Corée du Nord, ce qui n'arrange pas les conflits actuels. Mais voilà. Mais une fois qu'ils auront atteint en Corée du Nord le zoo froid, ils ne pourront pas aller plus loin. Donc, cette migration, même quand elle se fait, elle n'a qu'un temps. Et on estime, l'océan, il n'y a pas autant de frontières, je veux dire frontières physiques, hein, que sur les continents. Donc, globalement, les espèces qui essayent de bouger pour garder leur température adéquate, elles vont en moyenne plus vite que sur les continents. Chez nous, il y a des mesures par les sciences participatives, par exemple, qui montrent que les papillons, certains papillons, migrent vers le nord, certains oiseaux. En moyenne, les espèces marines, c'est à peu près 6 fois plus vite pour la moyenne que sur le continent. Ça, c'est aussi des scientifiques du GIEC. En moyenne, 50 km par décennie. Mais le problème, c'est que cette moyenne, en plus, elle reflète des disparités énormes. Et globalement, ce qui semble, c'est que les phytoplanctons, donc ces petites microalgues, bougent plus vite que le zooplancton qui devrait les manger, que les poissons pélagiques et bien sûr que la faune qui est sur les fonds. Donc, même s'il y en a qui bougent, ça perturbe tout leur réseau, leurs écosystèmes. Et à nouveau, ces migrations donc, de poissons des tropiques vers le nord, c'est une perte de ressources halieutiques pour les sociétés tropicales. Alors pour l'instant, il y a certaines sociétés régions du Nord qui en profitent, et ce qui n'aura qu'un temps.
Alors, pour vous donner une conséquence, un exemple de ces changements globaux sur ce qui se passe et les conséquences socio-économiques, c'est par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la sardinelle, donc c'est le poisson du Sénégal. C'est le plat national traditionnel du Sénégal. Le petit poisson que pêchent les pêcheurs sénégalais avec leurs magnifiques pirogues. Donc, c'est le cœur de toute une chaîne d'activités, depuis la fabrication des pirogues, peinture des pirogues, la pêche, les marchés locaux, les petits restaurants, la gastronomie. Or, depuis ces dernières dizaines d'années, la chute des pêches est de 60 à 90%. C'est énorme. Donc, perte de toute cette activité, avec des gens humains cette fois qui vont essayer de migrer pour s'en sortir dans d'autres pays. Et cette chute, c'est là qu'on voit, à nouveau, il y a une question là-dessus ce matin, mais que les choses se synergisent. Elle est due à la surexploitation de cette sardinelle, surexploitation par des pêcheries industrielles qui ont été pendant pas mal d'années européennes, qui sont chinoises, et des pêches pour faire cette farine et cette huile de poisson pour notre aquaculture de poissons carnivores. Donc, catastrophe. Et puis, la migration des poissons vers le nord. Maintenant, les poissons qui étaient au Sénégal, on les retrouve plutôt en Mauritanie, ce qui n'arrange pas non plus les relations géopolitiques entre les pays. Donc, on voit qu'on va très vite à des impacts sur la biodiversité, mais des impacts socio-économiques et même culturels, parce que toutes les activités emblématiques d'un pays peuvent être annihilées à cause de ça. Alors, quand je disais globalement, il y a des migrations, ceux qui peuvent vers le nord, des poissons, mais il y a déjà des problèmes au nord. Et là, ça a été euh, une publication assez récente, ce qu'on appelle le crabe des neiges. C'est dans la mer de Bering, ça a été l'objet d'une pêche intensive, mais qui n'avait pas l'air d'être encore surexploitante, mais en tout cas une forte pêche, qui était promise à un brillant avenir. Et en 2 ans, il y a des milliards d'individus qui sont morts à cause de vagues de chaleur, de réchauffement de l'océan. Parce que là, ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils ne pouvaient pas aller plus froid. Donc, on est mal pour la biodiversité. Et puis, pour parler aussi des humains qui sont affectés par la biodiversité, mais aussi affectés directement par ce réchauffement, je pense que vous savez aussi, avec le réchauffement climatique, on assiste à cette élévation du niveau de la mer, ce qui perturbe des écosystèmes côtiers. Et cette élévation du niveau de la mer, c'est 2 raisons. C'est le réchauffement de l'eau, donc la physique, la dilatation de l'eau plus chaude, et la fonte de toutes les glaces continentales, glaciers et calottes. Donc, on a déjà plus de 20 cm d'élévation moyenne et les prédictions vont vers plusieurs mètres. Et aujourd'hui, déjà, on a des îles du Pacifique qui sont submergées. Avec l'exemple emblématique de Tuvalu, avec le représentant de son gouvernement qui a fait une déclaration d'atteinte aux droits de l'homme par cette élévation du niveau de la mer en ayant les pieds dans l'eau. Et à l'heure actuelle, 30% de la population essaye d'obtenir un visa de l'Australie. Et puis, ce n'est pas simplement exotique. Dans les petites îles, chez nous, on entend à la radio les problèmes d'érosion de certaines côtes. Et puis aussi, une grande proportion de la population mondiale vit pas loin des côtes. Et un grand nombre de mégapoles qui donc sont menacés par cette élévation. Et on peut souligner que l'Indonésie, elle est déjà en train de relocaliser toute sa capitale, Jakarta, dans une future ville nouvelle à Bornéo. Donc, ce n'est pas des petites conséquences. Donc, ce qui a été intéressant, mais peut-être que... Est-ce que tu... Oui, Marco. Tu en parles de ça? Non, donc je peux en parler. Sinon, je ne vais pas parler. Donc, à l'initiative justement de ces petites îles du Pacifique, Tuvalu, Antigua, Barbas, ils ont fait une interpellation auprès des Nations Unies au titre de la justice climatique en 2021. En 2023, ça a été une première. Les Nations Unies ont fait une résolution demandant à la Cour internationale de justice de rendre un avis. Et en 2024, il y a un avis qui a été qualifié d'historique du Tribunal international du droit de la mer, disant que les États qui suivent ce droit international ont l'obligation de prévenir, réduire et maîtriser l'émission des gaz à effet de serre polluantes pour le milieu marin. Alors,
pour le temps, je vous ai parlé surtout du changement climatique. Il ne faut pas oublier donc qu'il y a surexploitation, dégradation des habitats et pollution. Et pollution, vraiment très important pour l'océan et la biodiversité marine parce que tout finit dans l'océan, toutes nos pollutions, qu'elles soient industrielles, agricoles, domestiques ou médicales. Et alors, le plastique, vous en entendez beaucoup parler, hein. Il y a la production de plastique qui a explosé et malgré toutes les alertes qui sont données actuellement, elle continue toujours d'augmenter. Et le plastique, c'est pas simplement le plastique visible, pas beau qu'on voit, c'est toute la dégradation en microplastique, nanoplastique et tous les produits chimiques additifs à l'intérieur du plastique, dont un grand nombre sont toxiques ou perturbateurs endocriniens et ils sont tous absorbés par les organismes marins, depuis ceux de surface du fond, les coraux, les baleines et les organismes fixés au fond. Et puis, donc là, à nouveau, s'il y avait... tu en parles de Nairobi? Voilà, donc c'est bon. Oups, c'est moi. Ah, c'est bon. C'est bon, ça revient. Oui, c'est ça. Donc, je crois que je touche. Là encore, c'était vraiment une avancée dans l'histoire de la prise de conscience internationale. Ça a été la conférence des Nations Unies à Nairobi en 2022, où il y a eu une résolution qualifiée, là encore, d'historique. Mais en fait, c'était plutôt une résolution de résolution de résolution, parce que c'était la résolution visant à mettre un terme à la pollution plastique et à élaborer un accord international juridiquement contraint d'ici fin 2024. Il y a eu plusieurs réunions depuis. Or, fin 2024, c'était la réunion à Busan, en Corée, et il n'y a pas eu de résolution. Donc, il va y avoir une négociation en 2025 qui s'appelle Suite de 2024 pour ne pas trop se dédire d'avoir dit que ça serait fait en 2024. Mais on en est là et pendant ce temps-là, la production de plastique continue d'augmenter. Et puis, ce n'est pas que le plastique, on parle beaucoup du plastique parce qu'on le voit, mais comme je disais, c'est toutes nos pollutions qui finissent dans l'océan, les toxiques, les perturbateurs endocriniens, les produits, particuliers de l'industrie, les pesticides, les herbicides. Et là, on entre dans ce qu'on appelle ce concept une seule santé, parce qu'on sait que ces pesticides et herbicides ont des impacts sur la santé humaine, la reproduction, le développement, les cancers. Or, vous savez, dans cette évolution de la vie dans l'océan, ça c'est mon domaine en fait, l'évolution des systèmes de régulation, des récepteurs, des hormones, c'est toutes les familles moléculaires. Or, ces polluants, ces toxiques qui affectent nos récepteurs hormonaux, nos récepteurs cérébraux, ils affectent de la même façon l'ensemble de la biodiversité marine jusqu'aux coraux par ce type d'interaction. Donc, on est vraiment lié dans un concept commun. Et donc, protéger notre santé, c'est protéger aussi la santé de toute la biodiversité et réciproquement. Voilà, donc le message, c'est que on a vraiment un seul océan, un océan en commun partagé par l'humanité, qui est impacté par les changements globaux, donc réchauffement climatique, j'en ai surtout parlé, dégradation, pollution, surexploitation. Et le problème, là on entre dans les questions de justice internationale, c'est que ces problèmes ont été causés majoritairement depuis l'ère industrielle par les pays développés ou pays du Nord. Mais du fait de cet océan totalement connecté, avec des conséquences majeures pour les pays dits du Sud qui n'ont déjà pas besoin de ça en plus. Et on considère qu'il y a 3 milliards de personnes qui dépendent de la biodiversité marine pour leur subsistance, la majorité dans les pays en voie de développement. Donc, il y a une prise de conscience quand même internationale. La décennie 2021-2030, elle a été déclarée décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Il y a un des objectifs de développement durable, l'objectif 14, qui touche plus particulièrement les milieux aquatiques et qui interagit avec tous les objectifs. Il faut remarquer quand même que c'est celui qui est le moins doté financièrement. Et puis la France, là-dedans, elle a une responsabilité toute particulière parce que, issue de son passé d'exploration et coloniale, avec tout l'ensemble des territoires d'outre-mer, c'est la deuxième surface de zone économique exclusive d'océan au monde après les États-Unis. Et donc, c'est dans ce contexte que
au début du mois, la France a organisé avec le Costa Rica la conférence nationale des Nations Unies sur l'océan. Mais donc, il faut cet objectif d'océan sain, durable et équitable, c'est vraiment, à la fois c'est important et ça peut mobiliser les gens parce que c'est emblématique d'un élément partagé par tous avec une responsabilité commune et qui pose toutes les sortes de questions de justice environnementale, sociale, intergénérationnelle pour laisser aux générations futures un océan en bon état et puis nord-sud. Alors, au muséum, donc on est bien investi là-dessus. Je vais faire comme mes collègues, on s'est pas concerté, mais justement, le manifeste que nous avons fait cette année, c'est celui sur cet océan en commun, le concept de l'océan en commun. Et on l'a donc rédigé avec des scientifiques du muséum et puis des juristes de différentes universités. Et ça se lit très vite, hein. C'est français-anglais, donc il y a la moitié qui est lu. Et c'est vraiment pour tout public éclairé, vous pouvez lire ça. Voilà. Je n'ai pas dépassé le temps. Bon, merci. Merci. Donc, nous passons à la deuxième intervention de cette session, donc celle de Madame Aude Farinetti sur le droit pénal et la protection de la biodiversité. Donc, Aude Farinetti est maître de conférence en droit public, spécialisée en droit de l'environnement et en particulier en droit de l'eau. Merci. Bon, alors, je suis un petit peu inquiète parce que j'ai bien fait un PowerPoint, mais ça va être le PowerPoint le moins illustré de la journée, hein, je vous préviens. Les juristes, on ne peut pas rivaliser hein, avec des biologistes, le MNHN, tout ça, c'est pas possible. Donc, je n'aurai que des mots à vous présenter. Ça va être un peu triste. J'espère que je ne vais pas endormir toute l'assemblée. Avec un sujet donc sur le droit pénal et la protection de la biodiversité. Donc, merci aux organisateurs et organisatrices de me donner la parole sur ce sujet et de permettre donc d'enrichir l'interdisciplinarité. Donc, alors, petite précaution, donc c'est bien droit pénal et protection de la biodiversité, pas droit. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler de tout ce que tu as évoqué tout à l'heure, même si c'était très intéressant, évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas dites. J'espère que c'est assez lisible. Alors, bon, le point de départ, hein, c'est l'urgence de la résolution, ou en tout cas de l'enrayement de l'effondrement de la biodiversité. Ça, je crois qu'on en est tous convaincus ici. Et la question, c'est qu'est-ce que le droit pénal peut... enfin, comment le droit pénal peut contribuer à enrayer la catastrophe. Alors, le droit pénal, c'est un levier du droit, donc on ne va pas traiter ici ni... Donc c'est un volet... si on veut schématiser, hein, on peut avoir un droit qui cherche à remettre en cause, enfin, en tout cas des contentieux qui peuvent remettre en cause la légalité de décision administrative, donc l'annulation de décision administrative, on n'en parlera pas du tout. Il peut y avoir un contentieux de la réparation des dommages, qu'il soit judiciaire ou administratif, on n'en parlera pas non plus. Donc là, c'est le contentieux de la répression, c'est-à-dire qu'il s'agit de punir les auteurs de faits qui sont désignés comme étant des faits interdits, hein, répréhensibles. Donc c'est ça la singularité du droit pénal. Donc c'est un levier particulier, d'abord parce que c'est le levier auquel on a recours quand on souhaite protéger les valeurs sociales qui sont jugées supérieures. Donc la bonne nouvelle, c'est que la protection de l'environnement est aujourd'hui protégée par le droit pénal. C'est le signe que la société lui reconnaît une valeur supérieure. L'autre intérêt du droit pénal, c'est sa vertu cathartique hein, pour la victime d'une atteinte. Donc, la vertu cathartique, c'est la satisfaction que peut ressentir une victime du fait d'obtenir la punition, hein, la reconnaissance de culpabilité de quelqu'un qui lui a causé un dommage. Donc, il y a un intérêt cathartique qui peut être individuel, mais aussi social. Il y a une dimension infamante très particulière du droit pénal. Hein. Les gens qui se retrouvent devant un tribunal pénal passent un sale quart d'heure. C'est beaucoup plus désagréable que d'aller même devant tout type de tribunal social,
privé, enfin, etc., ou même administratif. Là, c'est terrible, hein, on jette l'opprobre sur le prévenu, il est désigné à la vindicte populaire, c'est pas un moment très agréable. Corrélativement, il a une dimension dissuasive. Alors, au moins en théorie, hein, les criminologues ne sont pas tous d'accord sur la portée de la dimension dissuasive du droit pénal. Bref, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, il est certain que pour, par exemple, un dirigeant de multinationale, payer une amende ou payer une indemnisation, ça fait forcément beaucoup moins peur que d'aller en prison, hein. Bon, sauf que la vertu dissuasive repose, ça, tous les auteurs sont d'accord là-dessus, la vertu dissuasive, elle repose sur deux leviers, la gravité de la sanction et la certitude de la sanction. En matière environnementale, la certitude de la sanction, voilà, laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'empêche qu'on va se poser la question de savoir si le droit pénal sera un levier efficace pour protéger la biodiversité. Je ne sais pas d'où vient ce bruit, je ne crois pas que ce vienne de moi, je n'ose plus bouger. Alors, voilà le plan de l'intervention. Je suis trop près peut-être. Ah ouais, c'est ça, je m'éloigne. Donc, il y aura d'abord la dimension un peu positive pour vous montrer qu'on a beaucoup d'outils de droit pénal pour protéger la biodiversité, de nombreux acteurs, un vaste panel d'infractions pénales et un vaste panel de peines également. Mais ensuite, on va relativiser ce constat peut-être un peu optimiste en montrant que le droit pénal n'a qu'un intérêt assez discutable parce qu'il a des lacunes quantitativement, qualitativement, et puis il y a toujours le risque de régression législative. Je vais vous exposer ça rapidement, j'espère ne pas trop déborder. Alors, s'agissant de la gamme des acteurs concernés, il y a d'abord une multitude de personnes qui peuvent être poursuivies. Tout le monde peut être poursuivi pour une infraction pénale, notamment en matière de biodiversité, hein. Donc, des personnes physiques, évidemment, parfois même pour le fait d'autres personnes qu'elles-mêmes, hein. Le dirigeant d'entreprise peut être poursuivi pour les faits commis par leur préposé. Donc, ce n'est pas seulement la personne directement responsable, les complices, évidemment, de ces personnes physiques. Les personnes morales aussi, alors que ce soit des personnes morales de droit privé, ça suppose que l'infraction a été commise pour le compte de la personne morale de droit privé, hein, par leurs organes ou leurs représentants. Donc, il y a une limite, il y a quand même, c'est encadré un petit peu, mais d'ailleurs, ce sont les personnes morales qui sont le plus poursuivies en réalité, hein. Mais les personnes. Alors, il y a une limite à ça, c'est la question des filiales et des sociétés mères. On va peut-être y revenir. Les filiales endossent leurs responsabilités pénales et les sociétés mères endossent leurs responsabilités pénales, mais on ne peut pas transférer l'une à l'autre. Bon. Ce qui peut poser des problèmes concrètement, hein, quand les sociétés mères font faire le sale travail par les filiales, évidemment. Des personnes morales de droit public aussi, les collectivités locales, alors pas l'État. L'État est la seule personne irresponsable pénalement, on ne peut pas engager la responsabilité pénale de l'État. En revanche, on peut engager la responsabilité pénale de toutes les collectivités locales. Il y a une limite à ça, il faut que, on ne peut engager la responsabilité pénale des collectivités locales que pour les activités qui sont susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de services publics. Alors c'est peut-être un petit peu technique, mais tout simplement, ça veut dire que les activités régaliennes, justice, police, etc., ne peuvent pas faire l'objet d'une responsabilité pénale, hein. Donc, en revanche, la concession de la distribution d'eau potable, par exemple, oui, puisque ça peut être délégué. Et des responsabilités des personnes physiques et des personnes morales peuvent se cumuler. Donc, on peut engager la responsabilité de l'entreprise et de son dirigeant cumulativement. Pour les acteurs, il y a aussi ceux qui peuvent déclencher les poursuites. Alors, en principe, qui déclenche les poursuites en droit français? Ce sont les procureurs de la République qui ont l'opportunité des poursuites pénales, c'est-à-dire que quand ils reçoivent un procès-verbal de constat d'infraction, ils ne sont pas obligés de poursuivre, ils poursuivent en toute opportunité, mais il y a une façon de leur forcer la main, et le droit de l'environnement a confié à certains acteurs privilégiés la possibilité de forcer la main du procureur, hein, par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Et parmi les gens qui sont habilités à le faire, il y a des défenseurs de la biodiversité. J'essaie de raccrocher ça quand même à la biodiversité. Donc, les associations agréées de protection de la biodiversité, alors même si elles s'appellent protection de la faune, de la flore, peu importe, hein, oui, parce que, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais il n'y a pas le terme biodiversité ni dans le code pénal, ni dans les dispositions pénales du code de l'environnement. Donc, en fait, il faut se raccrocher à ce qui ressemble à de la biodiversité, les forêts, la faune, la flore, les continuités écologiques,
la mer, évidemment, etc. Mais on ne trouvera pas le terme biodiversité. Le terme biodiversité existe dans le Code de l'environnement. Il y a, je crois, des centaines d'occurrences, mais pas dans les dispositifs répressifs. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais un peu tourner autour du pot pour raccrocher le sujet à enfin, ce que je vais traiter au sujet qu'on m'a demandé de traiter. Donc, les associations agréées de protection de la biodiversité, même si elles ne s'appellent pas comme ça, mais aussi dans deux contentieux particuliers, c'est-à-dire dans le droit de l'eau et le droit des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, si ça vous est familier. Dans ce domaine-là, les associations déclarées depuis au moins 5 ans peuvent également porter plainte avec constitution de partie civile. Donc, c'est un élargissement de l'accès au prétoire. Et puis, on a toute une série d'établissements publics, dont certains s'occupent de biodiversité, l'OFB, l'ONF, le Conservatoire du littoral, les parcs nationaux, les agences de l'eau, etc. Donc, peuvent également intervenir pour demander la sanction des infractions relatives à la protection de la nature et de l'environnement. Alors, en ce qui concerne les infractions pénales disponibles, donc aucune ne visera expressément la biodiversité, mais on va quand même pouvoir raccrocher ça de la biodiversité. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler les infractions du droit commun de l'environnement. C'est celles qui sont situées au tout début du Code de l'environnement. Et elles consistent essentiellement dans la sanction de la méconnaissance de règles de police administrative. Alors, par exemple, la police de l'eau. Alors, les polices administratives environnementales, comment ça fonctionne? C'est quelqu'un qui veut exercer une activité doit, avant d'exercer son activité, demander une autorisation à l'administration. Voilà. Donc, ça prévient les atteintes. D'accord? Donc, on a tout un corps de règles qui va permettre à l'administration de contrôler l'exercice de certaines activités. C'est ce qu'on appelle la police administrative environnementale. Eh bien, quand on enfreint ces règles, évidemment, on enfreint des règles qui ont pour but de prévenir les atteintes, et indirectement, en sanctionnant ces infractions, et on sanctionne des atteintes au moins potentielles à la biodiversité. D'accord? Donc, toutes ces règles-là vont avoir un intérêt, indirect certes, mais un intérêt quand même pour la biodiversité. Alors, quelques exemples. La police de l'eau, c'est l'une des polices spéciales environnementales les plus connues. Elle vise notamment, la police de l'eau, la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. Alors là, on a des hauts lieux de biodiversité, hein. Donc, indirectement, ça va leur servir. Le droit de l'eau vise également le rétablissement des continuités écologiques, hein, indispensables à la préservation de la biodiversité, puisque, comme vous savez, l'une des causes, il y a les pollutions, etc., mais il y a aussi beaucoup, énormément, même le fractionnement des écosystèmes. Donc, le rétablissement des continuités écologiques, dans la mesure où c'est un objectif poursuivi, si cet objectif n'est pas respecté, eh bien, il pourra donner lieu à des sanctions pénales. Le droit des installations classées pour la protection de l'environnement, lui, il vise la protection de la nature, de l'environnement et des paysages. Donc, on n'est pas très loin de la biodiversité. Et l'ensemble de ces infractions, qui sont donc sous les articles L173-1 et suivants du Code de l'environnement, eh bien, peuvent donner lieu à des peines allant jusqu'à 2 ans de prison. Ce sont des maxima, hein, théoriques. Et 100 000 € d'amende, à condition que l'auteur des faits enfreigne ou résiste à une décision de l'administration. La hauteur de cette peine-là, c'est si l'exploitant, par exemple, a été mis en demeure de respecter la police et qu'il ne l'a pas fait. Alors là, il encourt 2 ans de prison et 100 000 € d'amende. On a aussi des infractions spécialisées, plus proches de la biodiversité, en particulier, évidemment, tout l'arsenal pénal qui protège les espaces protégés, les parcs nationaux, les réserves naturelles. Vous avez donc, c'est toujours lisible, oui, parce que j'ai tendance après à écrire tout petit, hein. Je peux trop mettre de choses dans mes diapos. Donc, vous aurez non seulement les fondements légaux, mais également les peines associées. C'est un peu fastidieux de vous les citer, mais ça vous donnera un ordre d'idée quand même des peines encourues. Donc, la protection pénale des espaces protégés, la protection pénale, évidemment, des espèces protégées. Là, c'est l'article L415-3 qui a été tout récemment modifié par la nouvelle loi d'orientation agricole. Je vous expliquerai dans quel sens, évidemment pas dans le bon sens, hein, bizarrement. Donc, dès lors qu'on veut porter atteinte, enfin, dès lors que l'on porte atteinte aux espèces animales, ah pardon, c'est pas espace, c'est espèces animales, il y a quelques coquilles, hein, aux espèces animales ou végétales ou aux habitats protégés, mais il faut le faire aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, intentionnellement ou par négligence grave. Là, on restreint beaucoup les possibilités de poursuivre, hein, par cet ajout.
Donc là, on encourt donc de la prison et des peines d'amende. De la même façon, pour l'introduction intentionnelle d'espèces envahissantes, qui sont évidemment une catastrophe pour la biodiversité. Et puis, quelque chose de beaucoup plus récent pour l'implantation de clôtures dans les espaces naturels. Là encore, hein, c'est fractionner les habitats des espèces. Voilà, donc tout ça est puni de peines quand même assez lourdes, hein. On a également une protection pénale pour certains milieux spécifiques. Alors, les eaux douces de surface, hein, qui sont quand même pénalement protégées depuis 1669, hein, et l'ordonnance sur les eaux et forêts. Alors, ça ne date pas tout à fait d'hier, hein. La protection du patrimoine piscicole, c'est un dispositif pénal les plus anciens. Bon, l'héritier en ligne directe, hein, de cette ordonnance de Colbert, c'est cet article L432-2 du Code de l'environnement. Donc, c'est 2 ans de prison, 18 000 € d'amende. Il y a aussi dans le Code forestier la répression des défrichements illégaux. Et puis, si on veut réprimer l'assèchement ou la destruction de zones humides, il faut passer par la police de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou par la protection des espaces protégés, puisque les zones humides sont protégées, sont comprises dans des réserves naturelles, des parcs nationaux, etc. Et évidemment, on peut faire entrer aussi dedans tout l'encadrement pénalement sanctionné de la pratique de la chasse et de la pêche, qui évidemment peuvent porter atteinte à la biodiversité indirectement, plus ou moins indirectement. Alors, quant aux peines, les peines classiques, c'est la prison et l'amende, hein. Mais ces peines, elles vont pouvoir être modulées. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on pourra moduler. Donc, le droit pénal offre des maxima. Et puis, ces maxima, bon, selon que vous serez puissant ou misérable, hein, vous allez les sentir plus ou moins fortement, les maxima, hein. C'est sûr qu'une multinationale, 100 000 € d'amende, ça ne va pas la faire boiter. Enfin, sachant que, quand même, pour les personnes morales, c'est x5, hein. Toutes les peines que j'ai indiquées, c'est x5. Et même x5, ça ne va pas la faire boiter. Alors que pour un paysan lambda, ce sont des sommes considérables. Bon, donc il y a cet effet pervers-là, et puis ça dépend aussi des conséquences du comportement, hein. Si on veut protéger la biodiversité, tous les comportements polluants n'ont pas les mêmes conséquences. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir là que les peines vont pouvoir être modulées, donc aggravées en fonction de plusieurs considérations. Alors, en fonction de leurs conséquences, en fonction de la gravité de leurs conséquences. Donc, comme j'ai peur de dépasser, donc je vous laisserai regarder, mais disons que dès lors qu'on a une dégradation substantielle de la faune et de la flore, c'est plus cher, ou autre, encore plus cher, plus grave, plus sévèrement sanctionné, un risque immédiat d'atteinte grave et durable. Alors, durable, c'est 7 ans. Grave, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. C'est au juge de déterminer si c'est grave ou pas, ce qui est, à mon avis, plutôt une bonne chose. Mais passons. Et puis, les amendes vont être doublées quand il y a une atteinte à une espèce protégée qui serait commise dans un parc national. Là, les peines que j'indiquais tout à l'heure sont multipliées par 2. Parce qu'on porte atteinte à une espèce protégée, mais on le fait dans un espace qui doit être particulièrement protégé, le parc national. Donc là, c'est plus sévèrement puni. Autre critère d'aggravation, il y a l'intention, hein, de l'auteur des faits. Alors, ce sont 2 articles assez récents, puisqu'ils datent de la loi Climat-Résilience de 2021. Donc, le L231-1 et le L231-3. J'ai focalisé sur ce qui concernait la biodiversité, mais il y en a d'autres, hein. Et là, alors, c'est un peu technique, mais disons qu'il y a une gradation dans l'intention. Le premier, le 231-1, nous dit que quand on introduit une substance qui cause des dommages, alors pas n'importe quel dommage, hein, des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, etc., mais qu'on le fait en violant de façon manifestement délibérée, ce n'est pas une simple erreur, on a bien violé volontairement, hein, cette obligation, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ça fait beaucoup de choses à considérer. L'une des choses quand même intéressantes sur laquelle j'attire votre attention, c'est que ça doit être prévu par la loi ou le règlement. C'est-à-dire que dans une décision individuelle je ne sais pas, de prélèvement d'eau, ça c'est une décision individuelle, ça ne marche pas là. Il faut donc un décret, par exemple, ou une loi qui dit il faut faire ceci, cela. Et si on l'enfreint, et qu'on l'enfreint de façon manifestement délibérée, et que ça produit des conséquences donc graves et durables, alors c'est 5 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. On franchit un cap quand même, hein. Vous voyez, c'est plus du tout les mêmes montants. Et alors, si on le fait intentionnellement, on a vraiment voulu faire ça, c'est pas juste qu'on a violé une réglementation, non, là, on a voulu polluer. Alors là, c'est 10 ans de prison et 4,5 millions d'euros d'amende. Donc, c'est considérable. Et là, on voit donc qu'on veut vraiment sanctionner les gens qui bafouent totalement le droit de l'environnement, hein, qui s'en fichent totalement.
On peut aussi aggraver les peines en fonction de la richesse de leurs auteurs. Donc, pour les personnes morales, c'est x5, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pas des peines de prison, mais pas des sociétés en prison, mais en revanche, on peut faire x5 pour les amendes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est dans la CJIP, c'est la Convention judiciaire d'intérêt public. C'est une alternative aux poursuites pénales. Le procureur peut proposer à une personne morale de transiger plutôt que d'aller devant le juge, ce qui est un moment très désagréable. Donc, on transige. Et là, il y a donc on va payer ce qu'on appelle une amende d'intérêt public. Enfin, le pollueur ou le délinquant va payer une amende d'intérêt public en échange de s'éviter le mauvais quart d'heure du tribunal, l'infamie, etc., tout ce que je vous ai dit au début. Hein. Mais là, l'amende, elle va être proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, drôlement intéressant quand même, et ce, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Donc, plus l'entreprise est riche, plus on va pouvoir lui infliger des montants importants. Donc, c'est ce qui permet de contourner, si vous voulez, l'inconvénient de peines d'amende qui sont plafonnées pour tout le monde de la même façon. Et donc, l'autre modulation, c'est moduler en fonction de l'avantage tiré de l'infraction. Donc là, la CJIP, ce n'est pas vraiment une amende pénale, hein, c'est une amende d'intérêt public. Ça sort un petit peu du droit pénal, mais je voulais quand même vous le dire, c'est une alternative aux poursuites pénales. Là, on est vraiment dans des amendes. Alors, on peut aller au double de l'avantage tiré de l'infraction pour ce qui concerne la méconnaissance des règles sur les parcs nationaux et les réserves naturelles. Donc, c'est 2 fois plus cher. Enfin, pardon, pas 2 fois plus cher, c'est 2 fois le montant tiré, l'avantage tiré de la commission de l'infraction. On peut aller à x5 quand on a violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence et de sécurité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est x5, et ça peut aller même à x10 dans le cas de l'écocide. L'écocide, c'était quand on voulait intentionnellement, c'est ce qu'on a vu la diapo précédente, donc jusqu'à x10 de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Donc là, c'est quand même assez dissuasif. Hein. On commence à cogner un peu fort au portefeuille. En plus de ces peines principales, on peut avoir des peines complémentaires qui vont être intéressantes pour la biodiversité, publier la décision de condamnation, histoire de mettre tout le monde d'accord sur les vertus supposées des différents acteurs. Hein, c'est ce qu'on appelle un peu le name and shame. Hein. Pas toujours très bien utilisé par les tribunaux, mais bon. La confiscation du produit de l'infraction ou de ce qui a permis de commettre l'infraction, donc je ne sais pas, le fusil de chasse, la bête abattue, etc. L'interdiction d'exercer l'activité, on va vous prendre votre permis de chasse, de pêche, on va vous interdire d'exploiter une activité qui a été la cause de la pollution. Et puis, il y a la remise en état. Alors, la remise en état, elle est fortement encouragée par les circulaires pénales récentes, 2021-2023. Il y a 2 circulaires qui encouragent vraiment la remise en état parce que les tribunaux n'y recourent pas beaucoup, très insuffisamment. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est bien gentil de punir les gens, mais l'environnement, ça lui fait une belle jambe, hein, si vous me passez l'expression. Oui, ça peut dissuader les autres de recommencer, enfin de le faire ou celui-là de recommencer. Mais enfin, globalement, ce qui serait mieux, c'est qu'on arrive à réparer quand c'est possible, mais et on sait bien que ça n'est pas toujours le cas. En tout cas, il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics là, de l'encourager. Alors voilà, autre coquille, j'ai tout mis grand 1, mais là, on est dans le grand 2. Rassurez-vous. Donc, grand 2. Donc, en quoi l'intérêt finalement est discutable, hein. D'abord parce que quantitativement, on n'a pas grand-chose. Alors, on a bien du mal à trouver des chiffres systématiques, donc vous allez voir que je mélange des choux et des carottes. Mais donc en 91, sur le total des condamnations, là c'est un tableau sur les condamnations. Les condamnations environnementales, c'est 2% du total des condamnations en 91. 2% pour les infractions environnementales. Je ne parle pas de la biodiversité, puisque la biodiversité, si vous regardez les chiffres, ils sont lisibles, oui. La chasse, la pêche, c'est la moitié. Ce n'est pas très étonnant. Donc là, on touche quand même à la biodiversité. Mais pour le reste, c'est eau et nature. Et là, vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. On est en quelques centaines. Et donc, c'est là les espèces protégées. Hein. Oui, ça monte. Ça fluctue, on va dire. Mais là, vraiment, 84, c'était une catastrophe. Mais ensuite, ça monte, effectivement. Bon, j'ai pas la suite de la tendance, puisque les chiffres qu'on trouve aujourd'hui, ce n'est pas les condamnations, ce sont les poursuites, ce qui n'a rien à voir, parce que ce qui est poursuivi n'est pas forcément condamné. Donc, voilà la diapo qui suit. Et là, on a donc un chiffre beaucoup plus récent, mais ce sont donc les atteintes à l'environnement enregistrées, c'est-à-dire c'est ce qui est enregistré par ceux qui poursuivent les infractions. Et alors là, quand vous regardez, donc c'est ce premier camembert-là, donc les animaux, c'est 34%, mais ce n'est pas les animaux de la biodiversité, ce sont les atteintes, les violences, les actes de cruauté envers les animaux domestiques, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment un enjeu de biodiversité. Et la biodiversité, elle est là, regardez. Les espèces protégées, c'est 1%. Donc, des poursuites,
dans le champ de l'environnement. Je ne parle même pas des poursuites totales, hein. Des poursuites dans le champ de l'environnement. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment très, très restreint. Alors, dans les ressources naturelles, là, on a un petit, on va mettre en perspective ce 45%. Il y a quand même, sur les 45%, il y a 13% qui concernent la chasse ou la pêche. Donc, on récupère un peu de biodiversité ici, mais vous voyez que le reste, c'est... Alors, il y a la forêt aussi. La forêt, c'est quand même de la biodiversité, il y a un enjeu de biodiversité, mais là, comme c'est mélangé aux mines, on ne sait pas trop. Dans le 25%, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Les autres ressources naturelles, c'est 7%. Bon, c'est pas très clair cette nomenclature des atteintes à l'environnement. C'est une nomenclature française. Bon, elle n'est pas très claire, je trouve, mais ça montre quand même que on est vraiment dans l'épaisseur du trait, quoi. Ça reste, même en 2021, quasiment symbolique. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors pourquoi ce résultat? Bien parce que à tous les stades du dispositif répressif, ça pêche. On a déjà un manque de moyens pour constater les infractions, restrictions budgétaires, de moins en moins d'équivalents temps plein au ministère de la Transition écologique ou qui change de nom toutes les 5 minutes. Hein, voilà, vous l'avez compris. Beaucoup plus souvent d'ailleurs que ce qu'on a vu ce matin, en fait, il a changé beaucoup plus souvent. Donc, on dit le ministère chargé de l'environnement pour gagner du temps entre juristes, qu'il n'a jamais le même nom. Bref, baisse des effectifs. Alors, j'ai trouvé une étude, une étude, c'est un syndicat, mais pourquoi douter de la véracité de ces chiffres? En tout cas, ça donne un ordre de grandeur, hein, 8 500 emplois qui sont perdus en 10 ans. Alors qu'on est censé quand même vouloir protéger de plus en plus. Ça donne un signal quand même de la réalité de ce qui se pratique, et notamment dans les parcs nationaux qui sont pourtant les joyaux de la biodiversité, hein, donc théoriquement, on devrait les chouchouter. Voilà. Alors ça, c'est le premier stade. Constater les infractions, c'est quand même la première étape importante. Ensuite, on a le problème, au moment du déclenchement des poursuites, le problème, c'est le manque d'expertise des acteurs qui interviennent. Les procureurs ne sont pas formés aux questions de biodiversité ni d'environnement en général. Les juges non plus. Hein. Enfin, d'ailleurs, les procureurs sont des magistrats, mais les juges du siège non plus ne sont pas formés. Les avocats un petit peu. Enfin, je fais partie de ceux qui essayent de former les étudiants, donc les futurs avocats, les futurs juges aux questions environnementales, les sensibiliser. Mais enfin, on met des cours de sciences, hein, dans nos Master 2 et Master 1 de droit de l'environnement. Enfin, globalement, bon, ils ne passent pas tous par chez nous, c'est le problème. Donc, des gens qui sont assez largement incompétents. Alors, on peut remédier un peu à ça par des pôles spécialisés. Alors, aujourd'hui, il y a des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement. Donc, ce sont des juridictions spécialisées pour les affaires complexes, notamment en matière de biodiversité. Donc, ça, c'est bien parce que... Mais c'est réservé aux affaires complexes. Alors, qu'est-ce qui va être une affaire complexe? Là, il faut lire les circulaires. Voilà. L'OCLAESP aussi, là, c'est au niveau des poursuites. Donc, c'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. C'est un service de la gendarmerie qui poursuit les atteintes à l'environnement. Et puis, en termes de coordination interministérielle, on a les COLDEN, Comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale. C'est au niveau départemental. Et là, on coordonne avec l'OFB, les services de police, gendarmerie et police judiciaire, hein, pas la police environnementale. Voilà, on coordonne pour mener des actions efficaces, une répression pénale efficace. Donc, on voit qu'on essaye de faire des progrès, de créer des institutions pour progresser, mais il faut un peu de temps. Les COLDEN, c'est tout récent. L'OCLAESP, c'est 2004, donc ça fait que 20 ans. Les pôles régionaux spécialisés en matière d'environnement, c'est 2020. Donc, vous voyez que c'est vraiment des progrès assez récents. Et puis, une fois qu'on arrive devant le juge, on a tout bien fait. On arrive devant le juge, ben là, ce n'est pas encore gagné d'obtenir la condamnation même des coupables. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut réunir tous les éléments constitutifs du délit. Il faut apporter la preuve que c'est bien cette personne-là qui a causé telle pollution et que c'est bien cette pollution qui a tué le poisson, par exemple. Hein. Et en général, depuis 1994, il n'y a point de crimes ou délits sans intention de le commettre. Depuis 1994, c'est-à-dire qu'en principe, on ne peut pas aller en prison sans intention d'avoir voulu, enfin, sans intention d'avoir causé le dommage qui est réprimé pénalement. Alors, il y a des exceptions, l'imprudence, la négligence, je ne vais pas vous assommer avec tout ça, mais en tout cas, c'est quand même le principe de base, c'est de démontrer l'intention. Alors, amusez-vous à démontrer l'intention de quelqu'un. Hein. Voilà. C'est quand même pas évident. Alors, puisque tout ça est quand même assez d'une efficacité discutable, je vais le dire comme ça, pour être nuancé, eh bien, ça réhabilite un peu toutes les alternatives aux poursuites pénales, ce qu'on appelle la transaction pénale ou les conventions judiciaires d'intérêt public. C'est-à-dire que là, les gens ne vont pas devant un tribunal pénal, ils ne passent pas le sale quart d'heure, mais ils réparent. Et du point de vue de l'environnement, c'est peut-être là l'essentiel, surtout pour des gens qui n'ont pas... qui n'ont pas la volonté de détruire l'environnement chevillé au corps, si vous voulez. Hein. Il y a beaucoup d'imprudence parfois qui sont à l'origine des
des atteintes à la biodiversité. Donc peut-être que la prison n'est pas non plus la solution, je vous rassure. Elle n'est jamais prononcée, la prison. En tout cas, jamais ferme, avec du sursis pour les pires, hein, des délinquants. Donc on n'est pas encore chez les Khmers verts, hein. Ça va. Mais en tout cas, ces transactions pénales, elles sont plus rapides, elles sont réparatrices. Bon, donc elles ont des tas de vertus, il ne faut pas trop les jeter trop rapidement. Alors, qualitativement, ce n'est pas terrible non plus, pour une raison évidente, c'est que quand le droit pénal passe, l'atteinte a déjà été commise, la plupart du temps. Donc, le mal est déjà fait. À quoi bon mettre les gens en prison si le mal est déjà fait? L'environnement, lui, s'en fiche. Le mal n'est pas toujours réparable en plus. Alors, il faut nuancer ça, parce que comme je vous l'ai dit, déjà, on peut réprimer la violation de règles de prévention. Donc, c'est-à-dire que le dommage n'est peut-être pas commis, mais l'infraction, elle est constituée parce qu'on a enfreint une règle qui vise à prévenir des dommages. Donc, ça nuance quand même ce constat. La tentative est punie des mêmes peines que la réalisation concrète. Donc, si ça n'a pas marché, on peut être puni quand même. Et puis, cette fameuse vocation dissuasive qui devrait, le droit pénal devrait dissuader les exploitants d'ICPE, par exemple, de commettre des infractions ou les chasseurs de tuer des espèces protégées, ou etc. Mais bon, encore une fois, il y a des doutes sur cette vocation dissuasive, je n'y reviens pas. Et puis, il y a quand même un autre biais qui est quand même assez important, c'est que la répression, elle est centrée sur la nature extraordinaire. On focalise les efforts sur les parcs nationaux, les réserves naturelles, les espèces protégées. Mais quid de la nature ordinaire, celle qui n'est pas protégée, celle qui est en dehors des espaces protégés, et qui pourtant, c'est le socle de l'iceberg, c'est la partie immergée sans laquelle le sommet va couler, on le sait bien. Donc, c'est un problème. Alors là aussi, il faudrait nuancer. Je n'ai pas le temps. Je pense que j'ai déjà dépassé, donc j'accélère. Ah bah, de toute façon, c'est ma dernière diapo. Donc, le risque de régression législative, brillamment illustré tout récemment par la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Alors, je ne connais pas toute la loi, je n'ai pas eu le temps de me plonger dedans. J'ai juste constaté que donc, cette loi a restreint l'infraction d'atteinte à une espèce protégée aux faits qui sont commis de manière intentionnelle ou par négligence grave. C'est-à-dire que avant le 24 mars, détruire une espèce protégée, quelle que soit l'intention, etc., c'était une infraction matérielle. Le résultat suffisait à encourir les sanctions. Tuer une espèce, pour les espèces animales. Pour les végétales, il fallait prouver. Mais pour les espèces animales, tuer une espèce protégée, on ne pouvait pas plaider la bonne foi, moi, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas qu'elle était protégée. Non, ça ne marchait pas, heureusement. Bon, mais maintenant, il va falloir quand même, pour poursuivre et pour punir, prouver que cette destruction est intentionnelle ou par négligence grave. Ça, c'est déjà très grave. C'est une régression catastrophique de mon point de vue. J'espère qu'il y aura d'ailleurs des recours. Bon. Mais il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel, la loi est passée au crible, et il y a quand même eu un certain nombre d'inconstitutionnalités qui ont empêché donc l'instauration de plusieurs présomptions de non-intentionnalité. C'est-à-dire qu'on était présumé de ne pas avoir eu l'intention, et la présomption était, réfragable, c'est-à-dire on pouvait la renverser, mais enfin, déjà, l'intentionnalité, c'est pas facile à prouver, mais alors quand on présume qu'elle n'est pas là, enfin, autant vous dire que c'était vraiment catastrophique. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, heureusement, mais enfin, il n'est pas allé jusqu'à censurer l'autre, là, cette petite incise catastrophique, à mon avis. Donc voilà, j'en ai terminé. Je crois que la conclusion s'impose. Ce n'est pas avec le droit pénal qu'on va sauver la biodiversité. Voilà, je vous remercie de votre attention. On fait une question. Voilà. Donc, nous abordons maintenant la dernière partie de cette session avec les questions de l'assistance. Alors, le micro. Je vais lancer une première question. On est quelques-uns à bénéficier de la Bretagne Nord et des parcs de Bretagne Nord où il y a eu la question des algues vertes. Et j'ai cru entendre qu'il y avait des premiers balbutiements au niveau de la condamnation des algues vertes. Enfin, nous, en Bretagne Nord, on voit l'arrivée des huîtres qui envahissent tout, qui font que certaines espèces disparaissent. Les ostréiculteurs sont les rois là-bas, c'est ceux qui tiennent les mairies. Et puis les producteurs de cochons, manifestement un peu plus du côté de Saint-Brieuc, qui sont ceux qui nous donnent ces jolies algues vertes, ont tout de même été extrêmement peu condamnés. Est-ce que vous pouvez me dire comment le droit pénal peut s'articuler dans ce genre de situation?
Alors, je pense que si vous parlez des balbutiements, c'est que vous pensez à la condamnation toute récente par la Cour administrative d'appel de Nantes, je crois, de l'État pour faute, Oui. pour inaction. Mais en fait, c'est assez évident dans ce domaine-là, pour ces algues vertes-là, c'est pas du tout le même. Enfin, vous savez qu'il y a aussi des algues, des sargasses en Martinique et aux Antilles plus globalement. Et là, on n'est plus du tout dans le même schéma. Mais là, c'est la carence de l'État, justement, à faire respecter les polices administratives. Les porcheries, hein, pour être très clair, qui sont donc des ICPE. Et normalement, l'administration doit prévenir la dégradation par ces entreprises, puisqu'il y a des normes de qualité environnementale et qu'elles ne sont pas atteintes. Donc, il faudrait interdire les porcheries, ou en tout cas leur imposer des normes plus drastiques d'émissions. L'État ne le faisant pas, eh bien, la situation est celle qu'on connaît. Et c'est effectivement, il y a eu condamnation. Alors, c'est pour le jogger qui est mort sur la plage pour avoir inhalé l'hydrogène sulfuré qui émane de la décomposition des algues. Alors là, il y a eu la condamnation, mais c'est une condamnation administrative, c'est-à-dire que c'est une réparation. Ce n'est pas du droit pénal. Et alors, j'avoue que je n'ai pas regardé les derniers développements en droit pénal. Moi, j'étais restée sur l'affaire Morfoise, enfin, il y en a plusieurs, où en fait, le droit pénal est beaucoup plus strict que le droit administratif, parce qu'évidemment, l'enjeu, c'est d'envoyer des gens en prison. Donc, on ne badine pas avec ça. Et donc, il y a des encadrements plus stricts. Et là, le juge considère qu'il n'y a pas de lien de causalité directe. Jusque-là, c'est le TGI, pour le moment, qui s'est prononcé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a peut-être eu la cour d'appel, il faudrait que je vérifie. Mais moi, j'en étais restée là, où le juge considère qu'il n'y a pas de lien. Le lien n'est pas établi, la preuve n'est pas établie. En fait, parce que le problème, c'est que comme c'est une pollution diffuse, l'État est irresponsable pénalement. Donc, on ne peut pas lui demander d'engager sa responsabilité. Il faudrait rechercher la responsabilité des agriculteurs. Mais lequel? Ils émettent tous des polluants. Donc, on va pas mettre tous les agriculteurs en prison, ça n'a pas de sens. Puis ce serait, à mon avis, sacrément gonflé, hein, quand même. Mais bon, puisque c'est l'État qui est responsable, en l'occurrence. D'ailleurs, quand on dit agriculteurs, on met ensemble des personnes qui sont bien différentes, hein, entre les industriels et les paysans. C'est quand même, on ne parle pas des mêmes personnes, là, c'est plutôt des industriels quand même, hein, qui sont responsables. Mais en tout cas, le droit pénal, là, est impuissant, typiquement. Voilà. Deux petites questions très courtes. Vous avez parlé de l'impact aggravant des parcs, une atteinte à la biodiversité dans les parcs nationaux. Je présume que du coup, dans les parcs régionaux, il n'y a absolument rien. Et deuxième question, finalement, est-ce que c'est un problème de droit, de loi? Voilà, vous avez dit à la fin que la loi s'assouplit, mais en fait, j'ai quand même cru comprendre que c'est le problème de l'exécutif plutôt que de la législation pénale, puisque si forcément il n'y a pas d'inspecteur de police environnementale, etc., bah, il n'y aura pas de condamnation, mais indépendamment de la législation, quoi. Alors, deux choses. Le droit n'est pas si mal fichu, en fait, hein. Il n'est juste pas appliqué. Mais on ne peut pas non plus. Là, c'est bien la loi, la LOA, c'est bien la loi qui a restreint les possibilités de poursuivre pour destruction d'espèces protégées. Donc, bah, voilà. Enfin, les pouvoirs publics en général, il n'y a pas que le pouvoir réglementaire, évidemment, lui peut-être plus parce qu'il est à la manœuvre pour donner des moyens, évidemment, mais le législateur aussi, non, je crois que vraiment les deux sont responsables. Ça, c'était votre deuxième question. Et pour la première, oui, les parcs naturels régionaux, mais les parcs naturels régionaux ce ne sont pas un outil de protection de l'environnement. C'est un outil d'aménagement du territoire, il n'y a aucune contrainte. Enfin, ce qu'on trouve dans les chartes de parcs naturels régionaux est inopposable aux particuliers, ça n'est opposable qu'aux collectivités locales et encore que pour les documents d'urbanisme et les règlements locaux de publicité. Enfin, mais c'est très bien, c'est utile, ça permet de communiquer, de sensibiliser, c'est le développement durable. Vous voyez, cette expression abjecte, mais c'est un peu ça, quoi. C'est simplement un constat de la situation, c'est-à-dire concernant l'eau, par exemple, eh bien, on est confronté à la présence du chlorure de vinyle dans les canalisations plastiques. Et donc, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'acheter des bouteilles en plastique. L'eau du robinet, ça me suffit. Eh bien, n'empêche que l'eau du robinet, c'est problème. Il y a la présence du chlorure de vinyle monomère, ou je ne sais comment. Enfin,
C'est l'industrie chimique avec l'eau. Moi, j'ai des problèmes avec la sorte. J'étais en procès avec la sorte. J'ai gagné grâce à la présence de la sécurité dans la sorte. Problème. Et puis, enfin, quand même, l'État, bien sûr, hein, mais les industriels qui savent qu'ils polluent, hein, je pense au PFAS, depuis des décennies, et qui retiennent les informations. Alors, l'État pourrait aller les chercher, les informations, hein, mais bon, l'État peut sans doute pas être partout, et il y a quand même... Les pesticides, les herbicides que l'on permet, le glyphosate. Oui, 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 oui. Oui, là aussi, il y a une régression, hein, Ah, actuellement, mais oui, sur oui, tous les polluants. et pas qu'en droit pénal, oui, on est bien d'accord. Je m'en suis tenue au droit pénal, mais la liste serait longue. Je vais revenir aux océans. Là, il y a eu récemment donc, ce sommet à Nice. Est-ce que c'est vrai de dire que dans la ZE française, il n'y a que 4% de zones qui sont vraiment protégées? Oui, C'est ça? c'est le problème du gouvernement français qui veut dire qu'il montre l'exemple avec l'objectif de 30% d'aires marines protégées alors qu'elles ne sont pas protégées. C'est Elles comme ne sont pas protégées. les parcs. Et avec en plus une régression qui a repermis le chalutage dans les aires marines protégées. Donc, ce qu'on appelle 4%, c'est le cœur d'aires marines protégées, strictement protégées, et qui est donc extrêmement petit. Et en plus, c'est grâce à ces territoires d'outre-mer que la France même atteint ces pourcentages-là, hein, c'est pas en métropole. Excusez-moi, vous êtes allé trop vite là. Je n'ai pas compris très clairement. Parce qu'effectivement, il y a une grosse polémique sur ce sujet. C'est en l'objectif particulier. 30-30, donc c'était 30% d'aires marines protégées en 2030. D'accord. Et la France disait qu'elle était même en avance sur cet objectif. Or, ce ne sont pas des aires marines protégées. C'est déclaré, mais sans aucune... Il y en a certaines, il n'y a même pas de surveillance, même pas de gestion, même rien. Et il y a eu donc une régression en plus, autorisant du chalutage dans des aires même un peu plus protégées. Mais ce qu'on appelle l'objectif 4%, c'est donc les zones où il n'y a aucune atteinte des activités humaines. En fait, je complète, il y a protection et protection. Un parc naturel régional, on peut considérer que c'est une protection, mais ce n'est pas une protection réglementaire contraignante. Et on a l'équivalent voilà, en mer. Donc, vous avez des zones protégées avec une contrainte réglementaire qui interdit des choses, et puis vous avez de la protection avec de bonnes intentions. Voilà. Ou même pas. Ou même pas. Ou même pas. Et c'est le problème de l'appellation, parce que c'est appelé aire marine protégée, ça peut ne correspondre à aucune protection. D'accord. Et est-ce que le droit pénal que vous avez longuement évoqué, est-ce qu'il s'applique clairement ou pas, par exemple, à la pêche industrielle, enfin, aux ceux qui reviennent aux réglementations de pêche, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui enfreignent les règles applicables à leurs activités, oui, sont pénalement enfin, potentiellement, mais alors attention, parce qu'en droit pénal, il y a les crimes, il n'y en a qu'un en matière environnementale, c'est le terrorisme écologique, à ne pas confondre avec les soi-disant écoterroristes, hein, qui n'ont absolument rien à voir. Je ferme la parenthèse, parce que ça n'existe pas dans le code pénal, ça. Mais le terrorisme écologique, ça existe. On ne va pas parler de ça. Il y a les délits environnementaux qui peuvent envoyer en prison et des amendes. Sinon, l'essentiel, ce sont des contraventions. Et quand vous regardez la réglementation de la pêche et de la chasse, ce sont des contraventions. Donc oui, on risque une amende, mais enfin, la plus sévère des amendes, c'est 1 500 €. 3 000 en cas de récidive. x5 si c'est une personne morale. D'accord. Enfin, vous voyez que c'est pas ça qui va empêcher le chalutage. En revanche, les espaces protégés, vraiment strictement protégés, les fameux 4%, eux, ils peuvent donner lieu à des délits. Mais il y en a tellement peu. Voilà. Et quand en plus on rétablit du chalutage, bah, du coup, c'est carrément légal. Alors, le droit pénal, là, il n'a plus rien à faire dedans. Voilà. C'est gay, hein. Donc, pendant l'UNOC, il y a eu la discussion sur, c'est une spécificité de l'océan, sur les eaux internationales, ce qu'on n'a pas sur les continents, donc qui était comme le Grand Far West, et qui est toujours comme le Grand Far West. Donc, il y a un traité qu'on appelle BBNJ, c'est la Biodiversity Beyond National Jurisdiction, donc
qui a tenté d'être ratifié pendant l'UNOC, approcher les 60 pays, donc qui essaie d'avoir une réglementation pour les activités et pour que les découvertes qui soient faites, par exemple, ce dont je vous ai parlé, on peut faire des découvertes scientifiques des molécules qui seraient faites à l'issue de travaux dans ces zones internationales, puissent avoir des répercussions sur l'ensemble des pays. Parce que vous êtes un petit pays au milieu de l'Afrique, vous n'allez pas aller faire des découvertes dans l'océan. Donc ça, c'est une discussion là-dessus et qui ouvre à la possibilité de créer des aires marines protégées internationales. Parce qu'à l'heure actuelle, les aires marines protégées sont que dans les zones économiques exclusives. Donc, il y a un grand enjeu, par exemple, d'une aire marine protégée internationale en Antarctique. Mais les Chinois sont contre, les Russes sont contre, les Américains, de toute façon, les USA ne participent pas. Donc voilà, c'est pas gagné. Mais au moins, il y a des débuts de réflexion sur ces zones-là qui avant étaient considérées comme allons-y. Bon, voilà. Alors ça, c'est l'exploration minière. Et justement, dans l'avancée du BBNJ, c'est que la colonne d'eau. Ça ne touche pas les fonds. Donc, pour les fonds, c'était une autorisation internationale des fonds marins, mais qui distribuait des zones d'exploration, exploration entre guillemets, et là, à nouveau aux pays qui sont capables d'y aller. Donc là, c'est vraiment le gros enjeu. La France a dit qu'elle ne le ferait pas dans ces zones internationales, ces zones exclusives, excusez-moi, et qu'elle porte le moratoire, 15 ans maintenant, pour les eaux internationales. Donc, c'est ce qui a été débattu, mais comme vous avez pu entendre à la radio, Trump a dit tout de suite qu'il allait y aller. Et ces grands fonds, c'est comme l'espace, ça demande des technologies assez fortes et ça suscite les convoitises et l'ambition un peu des mêmes types de personnes qui font la privatisation de l'espace et la privatisation de l'océan international. Et d'autant plus avec les nodules polymétalliques. Oui, hein, c'est avec pour ça, c'est pour avec la transition énergétique. Enfin, tout ça se tient en fait. Hein, la limitation de l'usage des hydrocarbures fossiles donc, implique un renouveau minier et ce renouveau minier ne se fera pas sans dégâts pour la biodiversité. Donc, il y a une concurrence entre les deux. Enfin, les deux se nourrissent l'un l'autre. Oui, mais parce que dans tout ça, on ne parle pas de la sobriété énergétique. Exactement. Parce que cette fuite en avant n'est pas indispensable. Et non. La sobriété. Et donc, oui, c'est ces nodules polymétalliques qui mettent un temps énorme à se produire. Et si on racle, ils sont sur des espèces de sédiments, ça fait des nuages sur des surfaces gigantesques de centaines de kilomètres carrés qui peuvent tuer tout ce qui est autour. Et il y a aussi des convoitises pour les minéraux des sources hydrothermales, des grands fonds, où là, il y a aussi une biodiversité extraordinaire, unique, avec des adaptations formidables. Mais même sur ces grands fonds où il y a les nodules, il y a de la vie. Et de la vie avec des propriétés qui peuvent apporter beaucoup d'avancées aux connaissances. Bonjour, merci pour la présentation. Les deux étaient très intéressantes. Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur le droit, les juges et le côté formation, de comment fonctionne l'environnement, comment fonctionne la biodiversité. Et donnant des cours à Sciences Po Paris justement sur ça, sur une introduction à la biodiversité, comment les juges, même les procureurs, les avocats, enfin, tous les juristes en fait font pour s'approprier ce sujet-là qui est quand même assez complexe, qui est un domaine en lui-même et qui demande des années d'études et même des années de recherche pour, on va dire, en maîtriser qu'une infime partie. Comment on fait pour rendre un jugement ou même pour évaluer de l'intention, évaluer le niveau de dégâts qui a été fait quand on n'a pas cette formation-là? Est-ce qu'il y a déjà des formations pour les juges, pour les avocats? Vous avez commencé à en parler un petit peu, mais je suis curieuse de savoir en quoi consiste cette formation et qu'est-ce que vous enseignez en fait à aux futurs avocats sur ça, en fait, pour qu'ils soient capables de distinguer quel est le niveau de gravité du délit, même si c'est encadré par la loi. Mais comment distinguer ça, comment savoir comment attaquer, comment défendre quelque chose, ou même de déterminer si un expert a un parti pris
ou des conflits d'intérêts sous-jacents qui ne sont pas forcément perceptibles quand on ne connaît pas vraiment le fonctionnement de tout ça, en fait. Alors, ma question était un petit peu compliquée, mais Non, mais je la saisis très bien, votre question, elle est au cœur du problème, hein. Les avocats, c'est moins grave. Alors, nous, dans notre Master 1 et Master 2 de droit de l'environnement, on a des scientifiques qui interviennent en écotoxicologie, en écologie, etc. Il y a pollution des sols, de l'eau, enfin voilà, ils ont des cours. Mais ils ont quelques, je sais pas, 15 heures dans chaque discipline. On ne va pas en faire des écotoxicologues, ni des... Bon, on est bien d'accord. En revanche, on les sensibilise. Et on fait en sorte qu'ils soient capables de comprendre un peu le droit, enfin, la pertinence, un minimum, comprendre un minimum les enjeux auxquels le droit s'efforce de répondre. Voilà. Mais c'est vraiment la base de base, hein. C'est plus important pour les magistrats, parce qu'ensuite, ils sanctionnent. Et les magistrats, à l'ENM, il y a des formations. Mais comme je ne suis pas magistrate et que je n'enseigne pas à l'ENM, je ne sais pas quelle est l'ampleur de ces formations. Je sais qu'il y en a. Est-ce qu'elles sont obligatoires? Est-ce qu'elles sont facultatives? Je crains qu'elles ne soient que facultatives et que ce soit quelques heures. c'est le fond du problème. Voilà. Alors, ceci étant, moi, je fais beaucoup de cours de droit à des scientifiques, des écologues, etc. J'en fais pas des juristes, hein, parce qu'effectivement, c'est des années d'études dans chacun des champs disciplinaires. Donc, l'important, c'est pas tellement ça. L'important, c'est de sensibiliser, d'avoir quelques réflexes. Et ensuite, comme font les juges, ils écoutent des experts. Et les experts, eux, et un juge, enfin, pour lire beaucoup de décisions de justice sur notamment l'évaluation environnementale, quand l'autorité environnementale fait une critique d'une étude d'impact en montrant qu'on ne peut pas trouver la faune et la flore pertinentes parce que tout simplement, on a fait 2 journées d'investigation, une en hiver et une au mois de juin, et qu'avec ça, on n'a pas pu avoir un inventaire complet, même un juge, même un béotien de juriste comprend ça, vous voyez. Et finalement, c'est les experts qui vont, donc des experts, soit experts judiciaires, soit des autorités d'expertise nationale, comme l'autorité environnementale, le CNPN, les CSRPN, etc., qui vont intervenir dans la procédure. Et eux, leur avis, tout simplement, va convaincre ou non le juge, avec des arguments souvent qui ne sont pas trop compliqués à saisir. Mais c'est pour ça qu'on a les pôles, maintenant des juridictions spécialisées pour des affaires particulièrement complexes. Donc eux, j'imagine qu'ils sont formés avec un peu plus d'heures, hein, pour des affaires particulièrement complexes, donc ils doivent avoir des... Puis il y a même des juges, en fait, qui étaient d'anciens ingénieurs et qui sont devenus juges administratifs. Moi, j'en connais un, qui est un juriste de l'environnement, enfin, un juge en matière d'environnement, qui écrit des bouquins, voilà. Et lui, au départ, il est ingénieur. Le droit de l'environnement, on dit que c'est un droit de l'ingénieur. C'est pour ça qu'il est hyper technique et que c'est très difficile de s'en emparer quand on n'est pas de cette discipline-là. Donc, moi, j'ai pu me familiariser avec le doctorat, etc. Je me suis familiarisée à des tas de choses. Quand on est avocat ou magistrat, on n'a pas autant de temps, sauf quand on a fait un doctorat, il y en a quand même. Mais il faut compter sur les expertises. Voilà, expertise contre expertise, et vous parlez des conflits d'intérêts. Alors ça, par contre, le droit, il sait très bien faire, hein, pour empêcher les conflits d'intérêts, aller les traquer, etc. Il sait faire, mais il ne le fait pas toujours. Hein, les autorités environnementales, en particulier, hein, qui critiquent, je ne sais pas si vous connaissez les autorités environnementales, qui critiquent la qualité des études d'impact. Bon, l'autorité environnementale, elle est autonome sur le papier, enfin surtout au niveau régional, pardon. L'autorité environnementale nationale, elle est autonome, mais elle est dépourvue de conflits d'intérêts. Au niveau régional, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Mais sur le papier, elle est en situation de conflit d'intérêts. Alors, on va prendre un exemple récent, l'affaire de Perrier et de Nestlé, avec l'ARS. Voilà, je veux dire... Ah mais voilà, il y a ça, il y a eu d'autres scandales comme ça, hein, bien sûr, où on a des copier-coller. Je pense que le pompon, c'est en pharmacie, avec les laboratoires pharmaceutiques, qui ont quand même de tels conflits d'intérêts qu'évidemment, ils ont pavé la route, si vous voulez, pour savoir comment y remédier. Bon, mais là, on atteint des sommets, hein. En matière environnementale, c'est quand même un peu moins pointu. On sait comment faire, hein. On saurait comment faire, on ne s'en donne pas les moyens. L'exemple typique, vraiment, sur les conflits d'intérêts, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a donné le rôle d'autorité chargée de l'examen au cas par cas pour les études d'impact au préfet de région. Préfet de région qui est l'autorité décisionnaire et du coup aussi l'autorité chargée de l'examen au cas par cas qui va dire si oui ou non il faut faire une étude d'impact. Comme il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, s'il ne veut pas qu'il y ait d'étude d'impact, il va dire qu'il n'y en a pas besoin. Et comme ça, il ne verra pas qu'il y a des problèmes et il pourra autoriser tranquillement. Voilà. Et le texte se paye le culot de dire le préfet, s'il s'estime en situation de conflit d'intérêt, peut donner la mission à la MRAE. Non, mais le préfet qui s'auto-estimerait en situation de conflit d'intérêt, moi, je lui donne le dossier les yeux fermés, hein. C'est tous ceux qui ne vont pas s'auto-estimer qui sont inquiétants, en fait. Donc, c'est
c'est vraiment, on pourrait faire autrement. On pourrait ne pas donner la compétence au préfet de région, on pourrait le donner à la MRAE, qui déjà n'est pas totalement dépourvue de conflit d'intérêts. Mais c'est quand même mieux. Eh ben, on ne le fait pas. Voilà. Parce que il faut des équivalents temps plein.